Et donc j'ai le privilège, il ne marche pas si bien celui-là-ci, j'ai le privilège donc de présenter aujourd'hui notre conférencière du jour, Madame Alison Clark, qui est originaire des États-Unis. Ça s'entend à peine, c'est très bien, c'est très poétique. Et donc qui est diplômée en histoire et muséologie de l'Université de l'État de New York et de l'Université de Leicester, en Angleterre. C'est comme ça qu'il faut prononcer Leicester. Ah bon, pardon, je suis vraiment pas doué. Donc, elle a été pendant de longues années conservatrice à l'écomusée du pays de Rennes, dès son ouverture en 1987 jusqu'en janvier 2017. Ça, c'est ce qui est officiel. Mais je pense qu'elle y est encore un peu parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à terminer, à inventorier, etc. Et elle connaît bien donc le sujet d'aujourd'hui, qui est l'imprimerie Ouverture à Rennes, qui est une dynastie d'imprimeurs, vous verrez, et parce qu'elle a été commissaire d'une exposition Ouverture imprimeur à Rennes, donc, qui a eu lieu de novembre 2015 à fin août 2016. Et c'est d'ailleurs par ce biais que j'ai pu la contacter, parce que l'annonce de cette exposition est apparue dans un magazine que je vous recommande d'ailleurs, Arts et métiers du livre, qui est une des sources importantes pour moi pour mettre sur pied les conférences. Ben, je fais ce que je peux, mais c'est vrai qu'il marche moins bien que l'autre. Mais j'en ai fini, de toute façon. Alors, on va voir si je me fais entendre. C'est bon? Plus fort? Ouh. Alors, je vais parler près du micro. Comme il s'est dit, cette présentation ce soir fait suite à une exposition à l'écomusée du pays de Rennes, qui était encore en cours il y a 2 ans. Et on me dit quelquefois que j'ai un accent. Donc, je confirme, j'ai un accent. Mais j'ai passé 30 ans à la conservation de l'écomusée du pays de Rennes. Rennes étant dans le pays de Rennes, nous devons de faire des sujets d'exposition qu'on présente longuement et qu'on prépare longuement, consacrés aussi aux activités dans Rennes. Vous savez peut-être, vous connaissez peut-être le nom de l'imprimerie Ouverture. Qui ne connaissait pas l'imprimerie Ouverture, qui n'a pas choisi le calendrier tous les ans? Eh bien, l'imprimerie est connue principalement à cause de ça. Mais en fait, c'est la raison du succès et de la renommée, mais il y a bien des choses à découvrir derrière. J'espère vous les faire découvrir ce soir dans une présentation très illustrée. Donc, je commence. Voilà. Alors, la présence de cette imprimerie Ouverture dans Rennes a beaucoup marqué les Rennais. C'est vraiment une des seules industries rennaises qui a existé, parce que Rennes n'est pas une ville d'industrie, c'est une ville universitaire, administrative, juriste, du chemin de fer. Ultérieurement, ce sont les principales industries qui se sont implantées ou d'activités implantées à Rennes. Le trajectoire de l'imprimerie a été vraiment très spectaculaire, et notamment au 19e siècle. Au 20e, c'est un peu différent. Ce sont les descendants de François-Charles Ouverture qui prennent la suite dans un contexte économique différent, un peu plus compliqué, qui ont connu les guerres. Mais François-Charles Ouverture est un nom vraiment à retenir. Je crois que cette personne a été exceptionnelle. Il a mis en place les fondements de l'imprimerie, seul ou presque, parce que il a été bien formé. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais regardez donc la première image
que je vous le présente un petit peu d'abord. C'est une vue de l'imprimerie Auberture à la fin de la vie de François-Charles Auberture vers 1890. Ça vous donne une idée de l'ampleur déjà pour cette époque-là, de cette imprimerie. Ici, c'est la maison de François-Charles Auberture. Le premier grand bâtiment de l'imprimerie est celui-ci, un grand atelier où tout était abrité. Celle-ci également. Ces deux halles et une troisième qui arrivera plus tard ont été construits sous la direction d'architectes réputés à Rennes, connus à Rennes. François Charles portait un intérêt fort pour l'architecture, pour la qualité architecturale. Ces deux bâtiments-là existent encore. Oups, ah zut, c'est pas ça que je voulais faire. Ici, j'indique un bâtiment que vous ne reverrez peut-être pas, c'est le musée des collections entomologiques de la famille Auberture. Et on voit aussi une des cheminées qui servent la centrale de la chaufferie. Voilà une image de François Charles. Il y a plusieurs photographies de ce monsieur. Alors, si l'imprimerie a été importante pour Rennes, c'est donc sa taille dans une ville non industrielle. C'est aussi le lieu qui a employé énormément de Rennais parce que c'est resté assez familial comme population ouvrière. La fin de l'imprimerie a été traumatisante pour les ouvriers d'abord, mais aussi pour la population de Rennes, justement parce que c'était un symbole très puissant d'une réussite qui avait une très bonne réputation dans la ville et sa fin a beaucoup marqué les esprits et aussi les quelques 5000 personnes concernées par la fermeture, y compris les fournisseurs dans les 5000. Au 19e siècle, Rennes est déjà une ville d'imprimerie, mais à petite taille. Il y a 4 principales imprimeries qui partagent l'activité d'imprimerie, réponse aux besoins locaux principalement, que ce soit pour l'université, pour la justice, pour les administrations, pour la presse. Et ils étaient tous aussi libraires en même temps. L'Église aussi était un autre client fréquent pour l'imprimerie rennaise. C'est donc un début de spécialisation, mais sans des grandes équipes et sans des ateliers très fournis en machines. On reste très artisanal à l'époque. Et François-Charles Auberture, qui arrive à Rennes avant la moitié du siècle, est le seul à souhaiter la bienvenue au train. Les autres imprimeurs étaient très moroses. La situation n'était pas très, très florissante, les perspectives pas très bonnes. Et le train, pour eux, allait ramener la concurrence de Paris sur Rennes. Donc, qui naît à Strasbourg le 1er décembre 1818, est le fils d'un graveur, un peintre portraitiste, un peintre en miniature. Sa gravure était de taille douce, principalement, et il était intéressé par l'avènement de la lithographie. Ce monsieur, François Jacques, était donc quelqu'un de talent, très connu, mais qui a participé sur Strasbourg à la mise en place de la lithographie, notamment parce qu'il a fait la rencontre de Alois Sennefelder, inventeur de la lithographie, la chromolithographie, qui était de passage à Strasbourg pendant plusieurs semaines. Et François-Jacques Auberture et lui-même ont décidé de tester, d'expérimenter, d'essayer de mettre en place une lithographie d'images populaires, jusqu'alors gravées. Et donc, c'est cette association-là qui a aidé François-Jacques
à devenir lithographe. Il a obtenu son brevet la même année et qu'il a encouragé à favoriser chez son fils une formation de lithographe. Donc le petit François Charles participe à l'essai en allant chercher les ingrédients nécessaires à l'encre sur Strasbourg. Son père l'avait retiré de l'école dès ses 13 ans pour le former en tant que lithographe, en fait, chez lui. Son père voulait qu'il se perfectionne à Paris et donc il a passé 1 an dans un atelier parisien où il a acquis tout le nécessaire, notamment grâce aux amis alsaciens de la famille qui se trouvaient sur Paris et parce qu'il était j'ai largement dans son éducation par son père, avoir l'esprit ouvert, à être bon travailleur. Il avait un talent pour le dessin lui-même déjà. Il avait suivi des cours de dessin à Strasbourg. Il est devenu professeur de dessin lui-même pendant quelques années à Strasbourg. Donc, cet enfant a été largement avantagé et favorisé par l'ouverture de son père. Il se trouve qu'au bout de l'année, à Paris, il rencontre un imprimeur lithographe à Rennes du nom de Monsieur. Monsieur Landais lui propose de venir à Rennes et de travailler pour lui pour 1 an dans son atelier lithographique. François Charles s'était dit, tiens, pourquoi pas, j'ai envie de voir la mer. En tout cas, c'est ce que dit la légende familiale et qui est souvent répétée dans toutes les biographies d'ouverture. Donc, il part pour Rennes et au bout d'1 an, il devient l'associé de M. Landais. Il travaille encore 4 ans. Son père voudrait bien qu'il rentre à Strasbourg et M. Landais lui propose un contrat au bout duquel François Charles Aubert va devenir l'unique propriétaire de l'imprimerie. Donc, son arrivée à Rennes est en 1838. Excusez-moi, je suis un peu gênée par le micro. Hein. Vous me dites si vous n'entendez pas bien. Ça va? D'accord. C'est vrai? Ah, je ne sais pas quoi faire. Je suis au plus près du micro. Je ne sais pas. Si je le baisse et je mets encore plus près. C'est un peu intimidant. Hein? Bon, j'essaie de parler plus fort. Voilà. Je disais, arrivé à Rennes en 1838 et en 1842 est le début de la véritable association avec l'imprimeur Landais qui continue à le former. Il a quelqu'un devant lui qui est curieux, qui est ouvert, qui en veut, si on peut dire, dynamique, bon travailleur et apprécié des gens autour de lui. Il prend des contacts avec les Rennais sans problème et il se marie en 1844 avec Marie Amelin, fille d'un libraire papetier de Rennes. Que je n'oublie pas mes images. Ici, vous voyez le portrait de François-Jacques Ouverture, son père, au milieu, avec une illustration du travail de François-Jacques à droite. C'est un document conservé au MUSEM, parmi 3 qui possède, qui illustre le talent déjà du père pour la gravure, le dessin, etc. Et à gauche, un double portrait de Gutenberg et de Sennefelder, mais l'inscription que vous ne pouvez pas lire rend hommage au père de François-Charles Ouverture en mentionnant qu'il a été actif dans la création de la lithographie et sa diffusion. Pour vous montrer de quoi François Charles a été capable lui-même, ça c'est une sorte de carte de visite, une publicité pour l'imprimerie lithographique Landais, graveur à Rennes, et la signature... ah zut, pardon. Oh, c'est ce bouton-là. Charles Ouverture, ici,
qui signe cette illustration, ainsi qu'un diplôme également de sa main de la même période. Voilà, j'ai dit qu'il s'est marié avec Marie Amelin. Voilà le couple, probablement proche de la date de leur mariage. Toutes les photos ne sont pas datées. Et voilà François Charles un peu plus âgé, dans un magnifique costume de pièces, 3 pièces. Alors, en fait, quand François Charles arrive à Rennes, il est du milieu des artisans. Mais il accède par la création de cette imprimerie à un statut tout autre de grand bourgeois, de notable. Il accède au pouvoir et à l'influence. Il le fait en partie en faisant une politique stratégie foncière. Il devient propriétaire foncière sur Rennes et sur les alentours, pour consolider sa fortune personnelle. Donc, fortune et influence lui seront acquises, mais aussi transmises à sa descendance. Pas d'une seule génération, cette famille est projetée grand bourgeois à Rennes. En tant que capitaliste, entrepreneur industriel, il crée des fondations très solides qui serviront à l'imprimerie pendant toute la durée de son existence. Et pour nous, ce qui est importé dans la découverte et la présentation de cette famille à Rennes, c'est qu'il est représentatif, l'exemple même de la pratique de la bourgeoisie au cours du 19e siècle, qui est vraiment le siècle de l'industrialisation. Donc, l'appartenance se manifeste, donc, comme je disais, par les propriétés acquises, par les constructions bâties aussi, dont vous verrez des images tout à l'heure. Et François Charles, comme ses enfants, vont siéger dans les instances, les institutions rennaises de pouvoir, devenir conseiller municipal, voire maire, travailler, être censeur ou juge à la Banque de France, au tribunal de commerce de Rennes. Et sa descendance continue dans cette veine-là. Pour moi, cet homme est l'exemple même du self-made man. Je ne connais pas la traduction de self-made, enfin pas une bonne traduction qui donne tout ce que ça implique, mais il est en partie, mais c'est surtout par la force de ses bras, si on peut dire, par son intellect, sa curiosité, astucieux, fait des bons choix au bon moment. Je pense aussi pour 3 raisons. Parce qu'il a fait un très bon usage des nouvelles technologies, techniques, procédés qui naissent au cours du 19e siècle dans son entreprise. Il a instinctivement un très bon flair commercial qui fera qu'il va chercher des clients là où il se trouve avec une certaine audace, peu lui importe qu'il soit actionnaire dans la compagnie du chemin de fer de l'Ouest qui arrive avec le train. C'est aussi un très bon client pour lui. Et on a de nombreux exemples de la sorte. Troisième talent de François-Charles Auberture, c'est de tirer les conséquences d'une grève de 1865 qui affecte toutes les imprimeries de Rennes et qui lui fera réfléchir à une politique qu'on appelle paternaliste, issue du catholicisme social, et qui fera que les 20 dernières années de sa carrière, de sa vie, il fait beaucoup de choses pour les ouvriers de son entreprise. Alors, on va regarder quelques images. Ah, pardon. Ici, je n'ai pas dit, à gauche, il y a quelques documents d'archives. La famille Auberture conserve encore beaucoup d'archives, des contrats originaux du 19e siècle. Et ici, à gauche, on a les récépissés par lesquels il rachète
le droit de publier des premiers almanachs à l'imprimeur qui a obtenu le marché avec l'administration des postes pour la France. Donc, c'est les preuves de ce qu'il rembourse à cet imprimeur qui avait en principe le monopole officiel. Ah, je fais marche arrière. Alors, regardons un petit peu les en-têtes de ces documents. À gauche, c'est simplement une lettre avec une en-tête détaillée des activités de l'imprimerie. Et à droite, c'est une publicité qui est la moitié d'un document, mais qui liste ce que fait cette imprimerie. Comme c'est petit, j'ai peur que vous ne voyez pas ce qui est dit. Je vais vous les lire. Imprimerie des chemins de fer de l'Ouest, de la Compagnie générale des voitures à Paris, de l'administration départementale d'Ille-et-Vilaine et de l'Académie de Rennes. Impression typographique et lithographique par vapeur. Éditeur du dictionnaire et de l'almanach des postes de l'Empire. Donc la date, c'est le 13 juin 1868. Typographie, stéréotypie, taille douce, lithographie, gravure sur pierre, chromolithographie, autographie, reliure, réglure des registres, travail à façon. Le personnel, 200 ouvriers et ouvrières. Et le matériel, 40 presses, dont 18 mécaniques. Et machine à vapeur à rogner, à satiner, machine à estamper rogner et à satiner, mue par vapeur. Le second fait encore état de beaucoup de clients, administration des postes, des contributions directes, la compagnie des générales des voitures, toujours compagnie d'assurance, l'almanach des postes, indicateur des télégraphes, nouvel atlas, postal et télégraphique, etc., etc. Donc c'est une imprimerie très diversifiée qui restera presque jusqu'à la fin de son existence, qui représente quelques 130 années d'existence au total. D'ailleurs, on peut se demander si l'absence de spécialisation au cours de la deuxième moitié du XXe siècle n'est pas un facteur dans les difficultés et le déclin de l'entreprise. Travailler à l'imprimerie Auberture, il faut parler un petit peu des ouvriers qui s'y trouvent. Je disais tout à l'heure que c'était longtemps une entreprise très familiale. Une première personne pouvait être embauchée et le reste de sa famille, soit plusieurs en même temps, mais dans différents départements. Par exemple, une femme au façonnage, un enfant à l'école d'apprentissage, ou encore, dans le temps, on retrouve les mêmes noms de famille qui reviennent souvent dans les quelques inventaires de tous les ouvriers, dont je connais 3 listes assez complètes avec l'année de rentrée dans l'imprimerie. Les gens y allaient volontiers parce que c'est une imprimerie de bonne réputation. La renommée est due à la qualité notamment des produits et un peu l'exigence en interne pour un très bon travail. Les ouvriers avaient un rapport assez direct avec leur directeur, avec le fondateur, qui passait dans l'imprimerie tous les jours, faisait le tour des ateliers. En cela, il est certainement représentatif d'un type de direction très 19e. Et c'est lui qui est impliqué directement dans les procédés. Pourquoi? Parce qu'il avait lui-même la connaissance de toutes les techniques et des machines. Et pour cela, les ouvriers avaient tendance à respecter son autorité. Ils pouvaient aussi observer qu'en cas d'accident, de maladie dans la famille, de handicap, des orphelins qui se trouvaient parmi cette population ouvrière, ils étaient pris en charge très volontiers, individuellement, par la famille Auberture. Ça, depuis le début. Et ça, avec l'aide et la complicité des épouses Auberture de la même manière. Nous avons un document
d'un monsieur qui était emballeur, qui emballait les produits qui partaient de l'imprimerie juste au début du XXe siècle. Ce monsieur s'appelait Pierre-Marie Lardoux. On a pu avoir quelques éléments de sa paie et de sa journée de travail à partir d'un petit carnet resté entre les mains d'un descendant. Sa journée de travail était 12h30 avec une pause de 1h30 à midi. Il commençait à 6h du matin, finissait à 20h. Il lui est arrivé de travailler des jours fériés ou des dimanches en cas de coup de bourre, on peut dire. Et ça, c'est donc dans l'année 1906. Pendant 6 mois, on a la trace très exacte de ses horaires. C'était quelqu'un qui était vraiment en bas de l'hiérarchie. Vous le savez, les ouvriers dans l'imprimerie sont organisés de manière très hiérarchique, très structurée. Donc, tout en bas, ils gagnaient 25 centimes de l'heure. Voilà. Alors, j'ai un autre document que j'aimerais vous présenter. Mais d'abord, regardez ici, donc, je disais que quelques personnes ont été photographiées, pas énormes. À gauche, nous avons Jean-Baptiste Lamarre, entré à cette imprimerie même avant qu'elle ne devienne Ouverture. Donc, c'est une photo assez ancienne. Il est rentré en 1830 et il est resté toute sa carrière. Beaucoup de ses descendants ont travaillé à l'imprimerie. À droite, Laurence Dubois, qui est aussi arrivée assez tôt. Vous remarquerez qu'elle est en costume local et dans les photos, on peut voir d'autres personnes qui arrivent avec leur coiffe du pays de Rennes travailler à l'imprimerie. Ici à gauche, les ouvriers qui arrivent le matin à pied ou par le tramway. Et la sortie à droite, sans doute quelques années plus tardivement. À gauche, c'est plutôt fin 19e et à droite, plutôt début 20e. Un indice de l'essor spectaculaire de cette imprimerie, ce sont les chiffres de l'emploi. Donc, de 6 personnes en 1842, en 10 ans, on arrive à 3 fois plus. 2 ans après, à 40 personnes. Ensuite, 300, 307. Environ 700 en 1884. Et au décès de François-Charles Ouverture, 674 employés. En peu de temps, ce développement est assez rapide. Comme je disais, 1866, il y a une grande grève des imprimeries rennaises, tous touchés par cette grève qui a duré plusieurs mois. À gauche, c'est une lettre des ouvriers, juste pour dire dans quelle situation nous nous trouvons. Ils écrivent au préfet pour pouvoir se réunir en dehors des heures du travail, en dehors de l'imprimerie, pour faire une réunion, pour discuter de la grève. Il faut l'autorisation du préfet. Mais c'est juste après la loi qui autorise les ouvriers à faire grève. Et à droite, une lettre de Marie Hamelin, la femme de Madame Ouverture, qui écrit au préfet allègrement. Monsieur le préfet, j'ai le plaisir de vous apprendre que la lettre a fait le meilleur effet. Les 2 individus congédiés sont venus implorer M. Ouverture, qui a été inflexible. Ce sont deux grévistes qui souhaitent réintégrer l'imprimerie. Le reste de la bande est calme et tout le monde a l'oreille basse. Tout va bien donc jusque-là, jusqu'à nouvel ordre. Je vous tiendrai au courant. Donc, elle informe le préfet. Donc, il y a plusieurs échanges de lettres à propos de cette grève que Ouverture a refusée, mais alors, du haut de son autorité, il n'a pas supporté la demande d'augmentation de salaire. Et son argumentaire était « c'est moi qui décide » et le travail
doit mériter une augmentation. Donc, je ne peux absolument pas accorder collectivement une augmentation à tout le monde. Donc, il est resté marqué par ça. Il s'est vraiment braqué, mais il est resté marqué par ça et réfléchi. Et quelques années après, il commence à mettre en place une politique totalement en souplesse vis-à-vis de la condition ouvrière. La toute première chose, 2 ans après la grève, c'est la création d'une société de secours mutuel pour limiter quand même aux imprimeurs lithographes rennais. Ensuite, 72, un cours de gymnastique pour les ouvriers. Nous sommes 2 ans après la guerre où l'Alsace a été perdue. En bon alsacien, ça affecte la famille Ouverture, bien sûr. Et je crois qu'il y avait une ambiance générale, si j'ai bien compris, comme quoi les Allemands ont été plus forts. Alors, on se met à la gym pour être aussi fort que eux la prochaine fois. Enfin, j'ai caricaturé un peu, mais c'est ça. La création d'une école industrielle pour former le personnel. Ayant été très bien formé lui-même par les soins de son père, François-Charles Ouverture croit tout au long de la carrière à cette idée de formation. Donc, sur plusieurs années, il met en place une école qui prend des jeunes apprentis. 74, il fait une promesse d'un système de retraite, alors sous certaines conditions, mais au bout de quelques années à l'ouverture, de dot et de pension à ses propres frais. 75, des livrets d'épargne garnis pour la totalité du personnel. En 1975, il est décoré de la croix de la Légion d'honneur. Après une visite du président McMahon à l'imprimerie un an plus tôt, un ministre vient décorer François Charles en 1975 et à cette occasion, il y a une énorme fête sur 2 ou 3 jours à l'imprimerie et il promet donc un système d'épargne pour les ouvriers dont il observe qu'ils ont tendance à bouffer toute leur paye tout de suite et il veut encourager une épargne et ça se fait par ce biais-là. Un service médical gratuit ainsi qu'une infirmerie pour le personnel et leur famille. En 1887, il y a une société de gymnastique créée et une fanfare, la première en France qui accompagne les mouvements de gymnastes. La même année, il est décoré par un représentant du pape parce que c'est Saint Grégoire le Grand, le nom de l'ordre du pape qui lui revient. Peut-être parce que c'est quelqu'un de culture protestante qui s'est converti au catholicisme pour se marier et qu'il a commencé à mettre en place justement des choses. Mais cette famille restera très attachée à la religion pour les générations à venir, j'ai envie de dire encore aujourd'hui. Donc, à cette occasion-là, il fait la même chose avec un système selon l'ancienneté des ouvriers. Il donne de l'argent de sa poche à tous les ouvriers. Et enfin, ce phénomène se répète à son décès, où il y a un legs à tous les ouvriers en 1893. En conséquence, un des écrivains lithographes de l'imprimerie dessine pour la Légion d'honneur, à l'occasion de la Légion d'honneur, cette belle page. Et s'agissant du pape, le dépêche télégraphique est envoyé par tout le personnel au pape pour le remercier d'avoir décoré le patron. Je vous laisse cogiter cela. Alors, l'école industrielle. Malheureusement, pour le 19e siècle, je n'ai pas d'image. L'unique image où il y a des apprentis est celle-ci. Mais ça illustre un autre aspect. Ah, zut. Oh, décidément. J'appuie toujours sur le mauvais bouton, excusez-moi. Alors, voilà. Ces jeunes ici, autour d'un âne qui s'appelle Bichette,
qui appartient à la famille devant la maison occupée par René Auberture, celle-ci. C'était l'ancienne maison de François-Charles Auberture avant qu'il ne construise son palace. Donc voilà quelques apprentis qui sortent sans doute de leur cours de gymnastique qui a lieu ici, dans l'orangerie de cette maison-là. C'est un exemple dont on verra d'autres illustrations de la totale absence de séparation entre la maison et la vie privée de la famille et l'imprimerie. Voilà la société de gymnastique. Ici, sur cette bannière du fanfare, au centre, on trouve le double portrait de Gutenberg et de Sennefelder. Cette bannière est dans les collections de l'Écomusée et du Musée de Bretagne. Justement, voici un drapeau qui correspond aussi. On voit au dos du drapeau de la gymnastique offert par le personnel de l'imprimerie et une sortie du fanfare sur la gauche. Alors, pour passer à ce qui est produit par l'imprimerie, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure. Vous avez ici la liste. Parmi les plus rentables, on trouve les formulaires et les indicateurs pour le chemin de fer, les formulaires pour les administrations rennaises et au-delà. Ces documents ont le gros avantage de devoir se renouveler tous les ans. Donc, c'est un marché un peu captif et qui participe largement avec d'autres choses comme l'almanach à la richesse de l'imprimerie. Alors, il y a en même temps des cartes, plusieurs, des illustrations en tout genre, lithographie, gravure, diplôme, images populaires. Même au 19e, nous avons des documents fiduciaires, mais qui n'ont pas du tout le caractère inviolable que ceux qui sont produits plus tard. Mais ils ont le mérite d'exister pour les loteries, certificats de vaccination, actions aux porteurs. Le labeur, bien sûr, des atlas, encyclopédies, des ouvrages scientifiques, manuels scolaires, travaux de ville, la petite imprimerie, les invitations faire part, etc. Registres, journaux et catalogues de grands magasins. Des affiches. Celle-ci est particulièrement belle. Elle existe en 2 exemplaires à Rennes. Et on voit en bas à gauche le logo, affiche artistique Auberture de Rennes. J'ai vu ce petit logo à 2 reprises seulement sur des affiches comme ça. Oh, pitié. À cet endroit, on peut lire la signature, je pense, c'est du lithographe, Charles Auberture, qui est donc, pour moi, le fils aîné de François Charles. Il y a une petite confusion du fait que dans la famille, ils sont de nombreux Charles. Et donc, même les spécialistes se sont fait avoir à cause de cela. Et donc, il y a quelques erreurs autour de ça. Mais pour moi, c'est son fils qui était aussi formé comme écrivain lithographe. Et ça ne peut pas être le célèbre petit-fils parce qu'il est trop jeune. Il ne peut pas avoir fait cette affiche-là, mais je n'ai pas la certitude. Et il y a aussi une deuxième signature qui est sans doute l'artiste d'origine. La publicité, alors ici, on est plutôt en présence de documents du XXe siècle, mais la publicité est développée beaucoup à partir de la fin du XIXe. La foire de Lyon, en 1933. Des lithographies et des gravures. Des étiquettes en tout genre. On a une très belle collection. Des en-têtes de lettres, y compris pour la brosserie Auberture, encore un membre de la famille Auberture. Et une en-tête sur une enveloppe, en fait, mais qui a l'avantage de montrer toute l'imprimerie avec la déformation des locaux, toutes les en-têtes de lettres qu'on connaît.
où les usines sont présentées de manière assez grandiose. Mais en l'occurrence ici, c'est assez vrai. Un objet publicitaire pour la Société du chemin de fer de l'Ouest. Indicateur des télégraphes avec un calendrier. Un cliché d'imprimerie. Alors, je disais qu'on a du le billet de la Banque nationale de Entendez ou pas? Non. Non, bien sûr, oui. Allô? Ça va? Je suis désolée. Je parlais du fiduciaire. Vous avez donc des exemples ici. Et on en arrive à l'almanach, le produit que vous connaissez. Ça doit être des piles. J'essaie avec ça. Ça va? Oui? François Charles n'a pas inventé l'almanach. Vous entendez? Bien. Je vous l'ai dit parce que celui-ci date de 1845. Et il n'en fera son premier que 10 ans après celui-ci. Mais ça montre bien que ça existait, ça préexistait. Celui-ci a été imprimé à Rennes. Voilà le premier almanach Ouverture, 1854, avec une représentation du Parlement de Bretagne au centre. C'est simple. Il se trouve qu'il obtiendra un deuxième brevet. Son premier brevet de lithographe, il a obtenu en 1842. Voilà, c'est ça. Et le deuxième brevet, le brevet de typographe, il obtiendra en 1857. C'est typique de la réticence des autorités à laisser une même personne détenir les deux brevets pour des raisons de contrôle de presse et de l'activité d'imprimeur qui va disparaître en 1870, mais ça aura laissé le temps à Ouverture 10 ans pour perfectionner son produit. Comment il a fait? Il a dû croiser un facteur en train de bricoler des almanachs qui étaient imprimés sur un papier assez fragile pour mieux les vendre, comme ils avaient le droit de les vendre en étrenne. Pour mieux les vendre, il les décorait un petit peu, collait des rubans autour, etc. Quand il a vu ça, il a dit, mais je peux vous le faire plus solide, moins cher, et sans que vous ayez à bricoler comme ça. Bref, il le produit en quantité. Il en fait le produit de masse par excellence.
Et l'industrialisation de l'usine Auberture va permettre cette avancée. Le génie, c'est d'avoir trouvé, à mon sens, d'avoir trouvé un réseau de distribution automatique par les facteurs sur toute la France. Et donc, c'est un produit qui est assez diversifié. On a commencé à regarder dans les formats, les tailles, les styles artistiques. Au fil du temps, ça change, avec des sujets qui plaisent sur un ton léger, accessible. Ça peut être des scènes de la vie quotidienne. Il y a parfois référence à l'actualité, notamment pendant certaines guerres. Mais il y a souvent des scènes de la vie bourgeoise auxquelles on imagine que la population pauvre va aspirer. Bref, tous les sujets en font de cette image présente dans une maison toute l'année une petite œuvre d'art qui peut être appréciée et diffusée, comme je disais, en très grand nombre. Autre idée de génie, c'est de l'accompagner d'informations pratiques adaptées à chaque département de France. Ceci explique les chiffres de production que vous allez voir tout à l'heure. Des sujets religieux. Là, c'est l'empereur, 1861. Le prince impérial, 1867. Une édition de luxe. Alors, cette fois-ci, l'image est très soignée. Il peut y avoir de la dorure, du vernis, des rubans spéciaux. C'est agrémenté par quelque chose de vraiment haut niveau. Une scène de la vie quotidienne. C'est un modèle qui passe dans la poche. On appelle ce modèle-là le porte-monnaie. Ils sont tout petits comme ça, mais ce n'est pas le plus petit. On a eu des exemplaires comme de cette taille-là qui s'appellent Colibri. Dans les années 1880 et 90, les mêmes modèles peuvent être conduits sur plusieurs années quand ils sont populaires. Les facteurs sont associés au choix des images. François Charles supervise la sélection de près. Et un modèle comme ceci, comme cela, j'ai trouvé dans un album un catalogue de présentation de ces modèles-là, des annotations manuscrites à côté de chaque modèle. Et ce type de porte-monnaie passe avec 18 pierres, autant de couleurs en lithographie. Alors, pour un tout petit objet comme ça, on se donne de la peine pour faire un bel objet. Le facteur est souvent représenté. Il faut choyer les facteurs. C'est des clients qui commandent directement à Auberture. Vous imaginez la gestion? Le nombre de possibilités entre les différents modèles. Ils pouvaient commander le nombre et le modèle qu'ils voulaient, qu'ils pensaient vendre. On passe dans un autre style artistique avec un sujet plutôt d'ordre mythique. Scène de casino. J'aime beaucoup cet exemple-là parce qu'à gauche, vous avez la famille Auberture dans une de leurs propriétés à la campagne en train de jouer à Colin-Maillard. Cette photographie a dû être donnée à un dessinateur, un lithographe de l'imprimerie pour créer la scène un an après. Le plan de l'imprimerie a été dessiné par François Charles lui-même. Il est assez pittoresque. Alors, ici, on a une remise, une sellerie et les écuries. Mais au sud, une serre. Une gymnase couverte qui n'est pas encore des murs, mais où pratiquer la gym.
à côté de la cheminée, le petit rond, vous avez la basse-cour, encore une serre, un générateur, l'école, les locaux de l'école industrielle ici. Mais on vit une autre époque, parce que là, pardon, ici, c'est le jardin potager. Alors, qui s'occupait de ce jardin potager? Ça ne m'étonnerait pas que ce soit pour les ouvriers. Mais la présence d'une basse-cour, les serres, on va voir tout à l'heure à quoi ça servait. François-Charles Auberture, Marie Hamelin, à droite, plutôt vers la fin de leur vie. On les voit bien, souriants, confortables. Tout va bien. C'est une vue intérieure du grand atelier, comme ça s'appelle, créé par un architecte qui a été architecte à la ville de Rennes. Vers le sud, et on voit les casses des composeurs, des typographes sur la droite. Et sur la gauche, mais c'est peut-être difficile à voir sur cette image, on voit aussi des presses lithographiques. C'était juste 3 ans avant la mort de François Charles. Voilà la vue de son imprimerie que lui, il a eue. Maintenant, je passe à une série de vues sur les différents ateliers. Alors, vous avez en haut à gauche le grainage des plaques et une partie du banc photo. En haut à droite, le nickelage et en bas, la photogravure. La chambre du banc, donc le labo photo qui est mis en place en 1889. Une clicherie. La fonderie, c'est en bas à droite et l'atelier de création des rouleaux pour les rotatives à gauche. La composition, encore manuelle ici, et la composition mécanisée, linotype, intertype, et en bas, les monotypes et les fondeuses composeuses. En façonnage, le façonnage est beaucoup le travail des femmes. On considère, elles pouvaient être apprenties, mais elles considèrent qu'elles n'avaient pas besoin d'un enseignement formalisé. Elles devaient apprendre sur le tas. On les appelle les petites mains. Et ce n'est qu'en 1941 qu'elles accèdent à des cours. Et ces cours vont comprendre la couture, la cuisine et la puériculture. On n'est pas du tout au même niveau que les garçons qui, eux, ont histoire, géographie, calcul, dessin, etc., etc. Donc, en façonnage, là, on estime avoir besoin de gens plus méticuleux. Ceci dit, il y a une femme avec une presse à estamper à gauche, un massicot à droite et les ateliers de collage principalement pour les almanachs. Tout ce qui est brocheuse, plieuse et les colleuses, par la suite, seront aussi conduites par des femmes. Pour les chiffres des employés, on est souvent à des chiffres presque équivalents entre hommes et femmes à l'imprimerie. Le palace de François Charles, construit en 1875. Une vue de cette maison avec un parc dont on parlera et l'imprimerie avec sa cheminée. Vous voyez qu'il y a peu de séparation entre ces choses-là. Si ce parc vous dit quelque chose, ça ne serait pas étonnant. En 1863, sur des terrains acquis 10 ans auparavant, François-Charles Auberture fait appel à Denis Buller, bien connu, je pense, de vous. Donc, Buller fait le parc avant la construction de la maison. Et en effet, il est assez joli, quoique par moments, je trouve un peu négligé.
Je vous disais que François Charles avait une politique d'investissement dans des propriétés terriennes. Voici une de ses fermes, mais il en avait des dizaines dans différents endroits. Ces fermes servaient à consolider la fortune, le produit de la ferme, mais aussi pour un cas à produire des essais pour la colle, pour l'usine, pour coller les calendriers. Je disais la maison ancienne qui est remplacée plus tardivement, celle à droite, par la maison de René Auberture, le deuxième fils, en 1894, donc après la mort de son père. Les deux maisons sont côte-côte. Il y a même un passage, il y a une petite séparation avec une porte cochère, mais ça communique au premier étage. Toujours le parc Buller. François-Charles Auberture recommande Denis Buller par la suite pour la création d'une partie du parc du Tabor à Rennes. Et chaque fois qu'on parle du Tabor à Rennes, on cite la Tête d'Or comme étant une autre réalisation Buller. Il se trouve que Buller était actionnaire du chemin de fer de l'Ouest. Une bonne partie de sa fortune venait de là, d'ailleurs. Et comme François-Charles Auberture l'était également, ils ont probablement eu leur rencontre à travers leurs assemblées d'actionnaires du chemin de fer. Au fur et à mesure que le chemin de fer avance de Rennes vers la pointe de la Bretagne, Denis Buller construit ou fabrique à droite et à gauche, dans des propriétés privées, toute une série de parcs en Bretagne. Il était très bon en affaires, étant peut-être aussi des origines similaires à François-Charles Auberture de l'Est et de culture protestante. En tout cas, c'est la théorie de l'historien des parcs et jardins, Louis-Michel Noury, qui a beaucoup étudié ça et lu toute la correspondance. Et donc, il est capable de dire lesquelles des propriétés Auberture ont été traitées par Buller. Et la correspondance indique que Buller achetait des immeubles à Paris pour François Charles et le conseillait beaucoup en affaires financières, pour des immeubles de rapport notamment. L'intérieur de l'hôtel Auberture, des tapisseries anciennes qui ont été récupérées et complétées par la même fabrique, porte cochère et le salon à manger à droite. Quelques détails de la décoration. Un autre salon. Une propriété à Cesson-Savigny à l'est de Rennes. Une propriété au sud de Rennes qui sert de relais de chasse pour la famille. Une propriété à l'ouest de Rennes. Celui-ci a eu son parc également dessiné par Buller. Et ça se trouve être l'endroit favori de toutes ces propriétés de François Charles. Ici présent. C'est quand on a agrandi la photo qu'on a pu le reconnaître. De l'autre côté de l'imprimerie, la halle construite en 1883, ça c'est le musée entomologique qui a un passage protégé qui emmène jusqu'à la maison du premier fils, le fils aîné, Charles Auberture, qui a fait construire une maison par son beau-frère, un autre architecte réputé de la ville, parce c'est son beau-frère en fait. La propriété à Cancale, sur la côte, François Charles hésitait entre Dinard et Cancale, et c'est Buller, connaissant le microclimat à Cancale, qui a poussé pour créer la propriété ici, ce qui s'est fait. Buller faisait des essais en expérimentation avec toutes les nouvelles espèces horticoles qui arrivaient à cause de l'empire colonial, et donc testait diverses plantations sur Cancale. Et la famille Villemorin, l'entreprise Villemorin, venait ici aussi pour la même raison,
récolter des graines. Un mariage en bas à droite sur la propriété. La salle à manger de René, qui a été redécorée, hein, mais ça va. La fortune, comme je disais, est transmise aux différentes générations après coup, qui s'intéressent à des choses diverses et variées, non pas à l'art, bien qu'ils étaient intéressés par la musique, le théâtre, etc., mais pour les deux frères et sous l'influence de leur grand-père et leur père, pour l'entomologie. Charles Auberture crée ce qui était la seconde, ou au mieux première collection de papillons du monde entier, avec les sous de l'imprimerie. Et cette collection est connue. Il a essayé pendant des années d'obtenir que le muséum à Paris le reçoive après sa mort. Mais le muséum à Paris n'a pas trouvé les moyens et les entomologistes actuels du muséum disent que, connaissant la situation, ils avaient entendu de leurs aïeuls que c'est parce que la famille Auberture était plutôt conservateur et le nouveau gouvernement de gauche à l'époque ne voulait pas favoriser un riche industriel. Voilà, politiquement opposé, autrement dit. Donc, cette collection se trouve à Londres, dans le Muséum national. René Auberture s'est mis au coléoptère parce que Charles avait un peu déjà le marché des papillons, bien qu'il aimait aussi les papillons. Il avait une maison dans les Pyrénées où il allait chasser des papillons régulièrement. Tous les deux ont chassé beaucoup. Ils avaient un système original d'imprimer des missels et des bibles pour les missionnaires catholiques à l'étranger et en retour, on récoltait des insectes pour eux. Donc, les papillons du Tibet, les Aubertures, on a eu par l'archevêque Biette, un ami de la famille. Autre intérêt fort, c'est l'horticulture, la botanique en général, le grand air. Les parcs servaient aussi à des promenades. Et la serre, la très grande serre au pied de la cheminée, vous l'avez ici en photo. René est devenu un spécialiste des chrysanthèmes et des roses. Et tout le monde était membre de la Société d'horticulture. Pour revenir à l'entomologie, René, sa collection, il aurait voulu que ça aille au Muséum de Londres parce qu'il avait des bonnes relations avec des échanges avec ses entomologistes. Et Londres était sur le coup et sur le point de l'acheter quand le Muséum de Paris s'est réveillé. Et a dit « Ah non, pas cette fois-ci, pas une deuxième fois ». Et donc, les coléoptères se trouvent au Muséum de Paris. Le dessin, un don familial qui se transmettait. Là, vous avez des lettres écrites par le petit Joseph et le petit Charles, petit-fils de François Charles, pour illustrer des lettres envoyées aux grands-parents lors d'un voyage à Paris fin 19e. Mais adulte, ça continue. Joseph est devenu médecin, mais surtout illustrateur animalier réputé dans le monde entier. Et Charles n'a pas été publié tellement. Par contre, il a dessiné beaucoup d'aquarelles pendant qu'il était actif dans la Première Guerre mondiale. Il produisait aussi des journaux illustrés et des invitations pour les copains, pour inviter ses amis. Très bon aquarelliste et caricaturiste. Alors, je vois que je prends du retard. Je suis désolée. Au XXe siècle, les choses vont beaucoup changer. Si François Charles a mis en place la fortune, le savoir-faire, la réputation, la clientèle, tout ce qu'il fallait, ça se corse à son décès. Il y a un début de dispute entre les deux frères. Charles Auberture, à gauche, et avec sa femme à droite. René n'ont pas du tout les mêmes approches de la suite à leur père. Est-ce que René est frustré par toute l'attention accordée à l'aîné pendant des années, par sa réputation? Je ne sais pas, on ne sait pas.
En tout cas, il n'a pas du tout le même tempérament. Il est moderniste et il veut changer beaucoup de choses à l'imprimerie. Et il obtient une alliance avec sa mère contre son grand frère. Ce conflit, Charles, par contre, est conservateur, traditionnaliste, veut faire comme papa et continuer la politique très paternaliste. Et à son insu, les opposants en face ont supprimé la société de gymnastique, le repas dominical pour les apprentis et un certain nombre et même le service médical. Donc, ils commencent à démanteler les services qui faisaient que les ouvriers restaient assez fidèles à la maison. Et ils ne se syndiquaient pas très tôt en tout cas. Mais ce conflit va être une des difficultés auxquelles l'imprimerie fera face jusqu'à la mort de Charles en 1924. Ici, un petit tableau où on complète les effectifs après le décès de François Charles et où vous voyez, à la fin de l'entreprise, on est toujours à un nombre de... Pour Rennes, c'est énorme. C'est la première entreprise de Rennes, le premier employeur. L'école a des péripéties, mais se maintient jusqu'en 1966, quand, ne délivrant pas le CAP, elle a été plus ou moins remplacée par une école publique de formation d'apprentis et d'imprimeurs. Voilà quelques scènes de leur existence, la gymnastique, la couture pour les filles. La journée d'un apprenti se faisait, pour les garçons, de 2 heures de cours et 7 heures de travail dans les ateliers, plus 1 heure de gymnastique. Alors, l'almanach, la suite, avec quelques chiffres sur la production qui expliquent bien des choses. La deuxième année de sa production, 500 000 exemplaires. Pour la fin du siècle, 6 millions, 13 millions en 1927, après une petite baisse après, pour des raisons liées à la marche générale de l'imprimerie. 16 millions en 1981, l'année qui précède le dépôt de bilan. Difficile à expliquer. Je crois que la conduite de l'imprimerie au XXe siècle n'est plus du tout la même. Il manque un directeur visionnaire sachant anticiper le changement. Les corrections après coup, la concurrence, sans parler des guerres où le transport, les livraisons et les fournitures deviennent difficiles, et la dépression qui finit par affecter quelques années après la Grande Dépression, ça empêche de mettre en place un certain nombre de modernisations pourtant pressenties par les différentes directions qui vont se suivre. Donc, il y a bien eu des tentatives pour améliorer. Un petit document pour les almanachs pour l'année 1910, où on voit que malgré la défection de Lyon, il doit y avoir une commande qui n'a pas pu se faire, l'affaire reste profitable. Alors, passons vite sur les autres modèles d'almanach. Au fil des ans, scène de chasse assez fréquent. Alors, vous ne le voyez pas, peut-être, mais ça, c'est un concurrent. C'est pour montrer que la concurrence faisait exactement la même chose. Mais il s'est avéré plus dynamique, plus féroce. Cette société a été condamnée pour concurrence déloyale et a dû détruire toutes les plaques pour un certain nombre, en 1930, de leurs produits à la demande, quand Ouverture a intenté un procès. Le colonialisme, la libération, et là, une différence qualitative importante avec l'arrivée de la photo.
2013. Désormais, ce même concurrent et un autre alternent les années. Ouverture continue à produire, enfin la nouvelle fabrique Ouverture depuis 1984-5 produit aussi des almanachs. Le dernier que j'ai récolté chez moi, c'est ça, 2013. On verra si ça continue. Cette personne, Marthe Ouverture, se marie dans la famille Cartier-Bresson. Elle sera directrice de l'imprimerie après son père, René, à partir de 1940. Et elle est l'avant-dernière représentante de la famille Ouverture. 20 ans de règne, mais son fils Jean a été actif et un cousin à Jean. Lui, Éric de Jessé, rentré en 1930. Ces deux-là ont des idées nouvelles, ils veulent moderniser, font des choses un peu fracassantes, mais ils mettent sur les rails une nouvelle tentative qui échoue justement à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, en tout cas, les réformes sont un peu reportées. Éric de Jessé a fait l'école des maîtres imprimeurs de Leipzig. Le seul de la famille a fait une formation au XXe siècle comme ça. Et puis arrive quelqu'un qui avait juré qu'il ne travaillerait jamais à l'imprimerie Ouverture, arrière-petit-fils non pas de René, mais de François Charles, et un neveu d'Éric, vient à 2 reprises tenter de sauver l'imprimerie. Quelques images des ateliers encore. En haut, la fin vue par la fin de vie de François Charles Ouverture, 1890, et 1920, où les rotatives ont remplacé des casses, des typographes, et 1962, où la modernité commence à se faire sentir. Ce bâtiment-là est un autre atelier qui date de 1900 par un 3e architecte et qui était en béton armé. C'est le seul qui a été détruit lors de la destruction de l'imprimerie. On y voit donc des parcs machines très importantes qui sont installés là. Dans les années 50, on répète, comme dans les années 30 à 40, des réflexions sur la rationalisation du travail. Le fiduciaire peut commencer à se développer au début des années 60 parce que sous la direction de Philippe Ducorail, il a les moyens pour faire un nouveau bâtiment, des connexions en réseau pour concurrencer les experts en fiduciaire du monde entier. Et malgré la fin de l'activité par Ouverture tel qu'on le connaissait, le fiduciaire repartira pour devenir aujourd'hui le numéro 2 mondial. Et dans ce bâtiment-là qui est très protégé aujourd'hui. Alors j'y vais vite. Alors je voulais quand même vous montrer cette image-là. L'imprimerie a sa plus grande extension. La maison de François Charles, toujours ici. La maison de Charles, toujours dans sa parc. Le musée encore présent, mais sera détruit par la suite. Et voilà, environ 31 000 mètres carrés d'imprimerie Ouverture. Vue du sud, avec le parc Ouverture bien visible à droite, et les constructions qui ont poussé tout autour, y compris en empiétant sur une partie du parc avec des ventes de terre, parce que la pression urbaine deviendra forte. Ah, oups, pardon. Alors, en 1974, Ouverture est absorbée par un groupement qui comprend Chez, Desfossés et Néogravure, qui, 4 ans plus tôt, a pris des actions en Ouverture et en 1974 rachète le tout. Il y a des licenciements et il y a surtout des désaccords entre les employés d'Ouverture Rennes et le reste de ce groupement à Paris, mieux payés à Paris qu'à Rennes. Donc les syndicats
luttent. Et c'est l'ensemble, on voit ouvriers, employés et cadres qui luttent ensemble pour la sauvegarde. En 1974, Néogravure fait faillite. Quelques mois après, Ouverture est déclarée séparée et avec un avenir et moyennant un plan et de remboursement pour racheter ses parts et redevenir autonome. Ça se fait. En 81, il y a une mauvaise année budgétaire pour des raisons indépendantes d'Ouverture, à savoir des financiers qui se retirent dans un contexte où la financiarisation est importante. Les banques très actives prennent des parts et une influence sans doute indue dans les affaires internes de l'imprimerie. Et cette fois-ci, le deuxième dépôt de bilan, refusé par le fameux Philippe Ducorail, directeur général, qui refuse de déposer, il est renvoyé par le gérant. Et donc, il quitte l'imprimerie. Et quelques mois après, il y a une liquidation judiciaire. Et voilà le devenir de cette imprimerie. J'ai sauté beaucoup de choses. Je suis désolée, j'ai largement dépassé l'horaire. Et je voulais juste, sur ces deux images de l'exposition que nous avions faite à Rennes il y a 2 ans, rappeler que nous avions bénéficié de l'aide du musée de l'imprimerie à Lyon pour des films et pour des conseils techniques. Les archives administratives et comptables de l'entreprise se trouvent aux archives de Rennes. Des almanachs et les catalogues commerciaux, des documents commerciaux se trouvent à la Bibliothèque centrale de Rennes. Les machines, les outils, les archives photos sont chez nous, en tout cas chez l'Écomusée et le musée de Bretagne. Mais les archives restent très nombreuses dans la famille. Voilà. Donc, excusez-moi, c'était beaucoup trop long, mais je voudrais bien répondre aux questions.